Mot choisi par Éric Vincent. K comme képi. Le 15 mars 2011, une personne s'introduisit dans mon bureau pour apposer une petite étiquette autocollante rouge et blanche sur les deux téléphones. Le sticker figurait un combiné ancestral suivi d'un numéro de poste unique, le 6666. En quelques heures, le parc Alcatel fleurit comme un adolescent acnéique. Pourtant, nous, personnel de la société, savions parfaitement qu'il s'agissait du numéro d'urgence à composer dans n'importe quel cas d'urgence. Tout le monde le connaissait par cœur. Alors, à quoi cela servit-il de la poser? Ce jour-là, je me posais deux questions. Si le salarié est victime d'accident vasculaire cérébral ou d'un choc à la tête, ou s'il souffre d'Alzheimer, il ne se souviendra pas du numéro d'urgence et l'aura donc sous les yeux, certes. Mais dans les cas de figure susnommés, le salarié ne sera pas en mesure de téléphoner ou de comprendre s'il s'agit du numéro d'urgence. Deuxième question. Si un prestataire extérieur ou un visiteur affronte une situation d'urgence, il aura l'information sous le nez et pourra donner l'alerte. Étant donné qu'il n'est pas écrit urgence, mais juste 6666, comment peut-il le deviner? À la couleur rouge? Contestable. Il peut imaginer qu'il s'agit du numéro de poste qu'il utilise. Sur le site industriel, nous devions déjà circuler dans des voies réservées aux piétons, alors que nous ne pouvions pas entrer dans l'enceinte de l'entreprise avec nos véhicules, déportés sur un parking attenant. Le règlement de l'usine faisait la part belle au respect de la signalisation, des passages cloutés, des sens de circulation, des espaces verts, des zones avec le port du casque, des chaussures de sécurité, des lunettes de protection, des gants Kevlar, des blouses, des charlottes, des surchaussures. Dans chaque escalier, une succession colorée et collante rappelait aux collaborateurs lecteurs qu'il fallait tenir la rampe. Au poste de garde, un écran géant serinait les consignes à respecter pour que le panneau géant placé à l'entrée du site ne soit pas entaché d'un accidenté du travail. Je pris conscience du délire sécuritaire, et la folie de la sécurité ne s'arrêta pas en si bon chemin. Un matin, de mauvaise humeur pour cause de bouchons sur la route, j'arrivai en retard. Sitôt éjecté de mon véhicule parqué, j'enfilai le premier passage pour piétons et me lançai dans une course périlleuse pour mes articulations, rapport à mes 0 tonnes 110, à trimballer. J'arrivai au tourniquet, présentai mon badge pour m'introduire dans la place et fendis la bise sur le même rythme. Non, je blague. Après 100 mètres de course à fond la caisse, j'ai craché mes poumons et je me suis contenté de marcher vite pour faire croire que je courais. Ma vaine séance de rattrapage de temps perdu eût pu passer inaperçue si elle ne s'était déroulée devant les dizaines d'yeux électroniques quadrillant la zone sensible incarnée par notre entreprise où, en gros, les seuls trucs de valeur à piquer, c'étaient les plantes vertes du jardin d'agrément. Je venais de violer le règlement. En effet, il est interdit de courir. Pour cela, j'ai reçu un avertissement avec recommandé et accusé de réception. Oh ben zut alors, moi qui voulais jouer les lèche-bottes, voilà que j'étais sanctionné. C'était injuste et ma vengeance ne tarda point à venir. Le lendemain, je défiai l'autorité. J'arrivai à 9h59, l'heure limite pour être à mon poste étant 10h. Pour respecter mon engagement de ponctualité, je n'avais d'autre choix que de m'élancer pour un nouveau sprint. Ce que je fis de rechef, avec encore plus de difficultés. La faute à une trilogie brique à la viande, couscous royal, mille et une nuits pâtissière arrosée d'un boulaouane gris plantureux. La nouvelle sanction tomba. Un deuxième avertissement enrobé d'un prélèvement pécuniaire sur mon bulletin de salaire au nom de ma contribution volontaire au risque et atteinte à la personne physique. La découverte de cette perception me scandalisa 10 fois plus que la lettre assassine qui l'accompagnait. Quoi? Comment? On venait jusque dans les bras de mon portefeuille, égorger mes billets et ma mitraille? Je me jurai de prendre les armes et d'accomplir ma révolution. Là où on zigouille à tout va, hein, pas la révolution elliptique autour de l'entreprise en cavalant comme un lapin. Les jours suivants, je poursuivis mes viols successifs, en toute impunité, et contestai les mesures coercitives exercées à mon encontre
à grand renfort d'interviews télévisuelles encadrées par une armée d'avocats. Quand je montais au créneau contre l'autoritarisme patronal, contre le rouleau compresseur sécuritaire tout-puissant, la direction campa sur sa position des 69 mesures. Puisque j'arguais qu'aucune preuve ne pouvait être retenue contre ma personne dans mes vaines tentatives contre le record mondial du 100 mètres plat, le grand patron commanda un cinémomètre assorti de son implantation et de son calibrage sur la voie menant au tourniquet du bâtiment où j'officiais. Une saloperie de radar, pour moi. Hélas, mes collègues en pâtiraient aussi s'ils contrevenaient à la vitesse maximale de 5 km par heure. Les félons avaient ordonné son implantation durant une froide nuit d'hiver. Alors que l'obscurité régnait toujours en maîtresse sur la ville où je taffais, je fus flashé, aveuglé, anéanti par l'objet, alors que je détalais comme un lapin en rut. La République des képis venait d'étendre ses tentacules sur le territoire privé d'une entreprise. Je me rendis de ce pas au service du personnel. J'hurlai à qui voulait l'entendre, personne en fait, que c'était ignominieux et qu'à midi tapante je me rendrais chez Castorama et chez Leroy Merlin afin d'y acquérir une masse, une tronçonneuse, du désherbant, de l'acide, une lance thermique, une toupie de béton et de m'assurer ainsi de la destruction de l'aveuglant objet du délit, sans espoir de repousse spontanée. Que croyez-vous qu'il se passa? Mon entreprise de résistance aboutit à toujours plus d'implantations de radars Afrique. Le personnel pâtit de mes actions et dut plonger la main dans le portefeuille à de nombreuses reprises. Les appareils photo couplés au flash furent bétonnés, renforcés, perchés hors d'atteinte. Des couples de caméras les encadrèrent pour contrecarrer les autres types de mises en danger conscientes ou inconscientes. 3 personnes furent recrutées pour surveiller la kyrielle d'écran de contrôle et pour traiter la facturation et l'envoi d'amendes aux salariés. Et là, ce fut comme lors des chocs pétroliers. Quand l'essence augmente brutalement, les automobilistes diminuent leur voyage, prennent les transports en commun, conduisent le pied léger. Le parallèle avec l'essence. Eh oh, il arrive tout doucement. Pas envie de me faire flasher encore. Justement, les collaborateurs ne désiraient plus se faire mitrailler au zoom et à l'éclair éblouissant. Ils réduisirent leur déplacement à la portion congrue. Arrivé le matin, pause déjeuner, départ le soir. Plus de pause café, plus d'accro à la cigarette. D'ailleurs, le médecin du travail fut contraint de signer un manifeste contre le tabac et l'or noir du réveil, ces pratiques à risque voyant le danger amplifié par les va-et-vient rendus nécessaires entre les locaux affectés à ces vices et les postes de travail. Oui, le médecin du travail fut contraint de signer, non point sous la menace d'un flingue, ce qui eût incarné une lacune sécuritaire évidente, le coup peut partir tout seul, mais sous la menace d'un licenciement sec, ce qui est moins grave en soi, et toléré, qui a dit encouragé, par le patronat. Hormis les tranches horaires de l'arrivée et du départ, nous autres salariés ne risquions plus grand-chose en matière d'emmerdement. Ça, nous le crûmes jusqu'à ce que les caméras et les cinémomètres envahissent les ateliers jusqu'à la moindre travée, les laboratoires jusque derrière la moindre cornue, les bureaux jusque derrière les moindres tablés, surtout sous les bureaux. Slap. Plus aucun geste n'échappait aux cerbères en képi, engoncés dans leurs fauteuils en cuir, terrés dans le nouveau temple de la surveillance érigé en l'honneur de la sécurité. Malgré cette armada à pied d'œuvre 24 heures sur 24, des incidents du travail survenaient encore et toujours. La direction de l'usine enrageait. Elle voulait atteindre et conserver le mythique risque zéro. Nous pensâmes qu'il s'agissait d'un vœu pieux, mais nous fîmes erreur. Les képis se rassemblèrent en un congrès extraordinaire, le tout sans quitter leurs sièges récarreaux électriques sur lesquels ils étaient sanglés par sûreté et massés par la mécanique, par confort. Les décideurs de mieux-être entérinèrent la dotation de sièges individuels, le matelassage du mobilier, des murs, des plafonds, des sols, au nom de la sécurité du salarié. Elle obligea chaque collaborateur à endosser une combinaison en Kevlar, masquant tout le corps, de la tête aux pieds. Ainsi harnachés, nous ne risquâmes ni coupure, ni choc. Hélas, en contrepartie, nous éprouvâmes 1001 difficultés à respirer. Ben oui, le Kevlar, c'est relativement étanche, sinon à quoi il servirait dans les gilets pare-balles, hein?
De passoire? Pas terrible. Qu'à cela ne tienne, comme l'air parisien était un modèle de pollution, nous fûmes équipés de respirateurs individuels reliés à d'immenses bonbonnes, d'air comprimé, avec un taux d'oxygène élevé, propice à une activité cérébrale optimale. Cette fois-ci, le risque zéro était à portée de tableau de bord. En bonus, nous ne perdions plus une seconde, notre productivité était optimale, les contaminations par grippe et autres gastroentérites diminuaient du fait de l'isolement. Elles diminuaient seulement, car demeurait le problème des toilettes, des gogues, des chiottes, carrefour vectoriel des microbes, des fumeurs contrevenants, salauds, des glandeurs, catégorie où je figure en bonne place, et des fornicateurs. Haro sur eux! Le comité des têtes pensantes œuvra dans l'ombre, façon de parler. Pas question qu'un seul d'entre eux ne perde un millième de vision avec un éclairage défectueux. Quelques semaines plus tard, le personnel se vit imposer une fermeture annuelle en août. Comme dans l'industrie automobile, tout le monde partit en vacances, le cœur joyeux. À nous les chargements de 200 kilos sur le toit de la voiture, ficelés au scotch premier prix Lidl. À nous les dépassements à 200 km/h sur les vicinales de France pour rejoindre nos campings. À nous les barbecues allumés avec une allumette et un litre d'alcool à brûler. À nous la bronzette de 12h à 18h sur la plage par 40 degrés, sans eau, sans crème solaire, nus comme des vers. Nous pûmes nous livrer à des orgies de comportements à risque, bouffer des moules entreposés en plein cagnat, ingurgiter des litres de glace fondue et recongelée tout le mois, nous baigner dans les eaux saumâtres dégorgées par les égouts alimentés de nos déjections. Nous vécûmes un été divin, et quelques-uns n'en revinrent pas, victimes des statistiques de la sélection naturelle. Naturellement, comme il s'agissait d'accidents, de folies commises hors des murs de l'entreprise, l'armée de képis n'objecta point de réflexion assassine. Elle n'envoya pas de couronne mortuaire pour les défunts, le risque de se piquer avec des roses et de contracter le tétanos étant inacceptable. Elle interdit que les survivants se déplacent sur leur temps de travail pour assister à la procession, rapport au risque pris sur la route, l'entassement à 5 dans les véhicules, en vertu de la loi interne sur le covoiturage, la conduite en file indienne rapprochée et blanc dans le pare-choc en cas de brusque freinage. Au sortir des congés, nous fûmes accueillis par de nouveaux équipements à la fois individuels et collectifs. Nos sièges de bureau avaient été aménagés. Désormais, le fondement était percé d'un orifice terminé côté humain par 2 embus de 10 cm de longueur, l'un rigide, l'autre flexible, et côté sol par un tuyau d'évacuation. Oui, vous avez bien entendu. On nous enfilait le derche pour nous pomper les excréments, et on nous aspirait le zob ou la minette pour nous vider des résidus rénaux. La collecte individuelle enrichissait une cuve de fermentation à travers un dédale de tuyauteries plus tarabiscotées les unes que les autres. De nos déjections humaines, on faisait de l'engrais plus vrai que nature. Exit les toilettes communes, vive les aspirateurs à boudin. Quant au personnel ouvrier, laborantin, appelé à se déplacer, à ne pas rester vissé à un poste de travail, il était prié de se retenir du matin au soir pour les plus malchanceux, et jusqu'au midi pour ceux et celles qui connaissaient le bonheur d'une véritable pause déjeuner. Voilà, bien fait, pensait le directoire, assis sur ses vases d'essence, aptes à faire naître des vocations précoces ou tardives pour l'homosexualité. Justement, parlons un peu du déjeuner. Jusqu'à ce mois d'août, la cantine avait fait l'objet d'une superbe et bienvenue ignorance de la part de l'armée des képis. Au réfectoire, nous avions toujours l'opportunité de ripailler des mets gras et abondants, nous jouissions de la proximité propice aux échanges verbaux, microbiens et odoriférants, nous gambanions joyeusement avec moult plateaux chargés de victuailles, nous ramenions des kyrielles de tasses gavées de café brûlant pour nos collègues préférés, au féminin, hein, les mecs qui peuvent se brosser la couenne. Le dernier bastion de la liberté. Imprenable, car la pause déjeuner n'était pas du temps de travail. Ça, c'est ce que nous croyons encore dur comme fer. Mais les événements tragiques qui survinrent changèrent notre havre de paix pour toujours. Tout commença par une attitude inconsciente de ma part. Oui, oui, je sais, c'est encore moi qui ai mis le feu aux poudres. En parlant avec une charmante collègue, cherchez pas qui c'est, je n'ai que des charmantes collègues. Les autres, je ne leur cause pas, et je ne les considère pas comme collaboratrices. Ou alors si, collaboratrices avec l'ennemi héréditaire, le clan des képis.
Je passais devant elle, alors que naturellement, j'étais arrivé après elle, puisqu'en galant homme, j'avais retenu la lourde porte d'entrée pour la laisser passer. Comme quoi, hein, je prenais de gros risques. Risque de me froisser, de me claquer un muscle. Risque de me prendre une baffe, elle croyant à de la drague, comme si c'était mon genre de draguer, hein. Pas mon genre de collègue. Risque d'attraper un rhume en restant dans le courant d'air. Risque de laisser passer un mec et donc de générer une rumeur sur comme quoi lui et moi on enfilerait des perles. Bref, une tripatouillée de risques inutiles que je comptais contrebalancer en lui grillant la politesse pour la place de premier à table. C'était sans compter sur l'œil vigilant d'un cerbère qui me héla. Hé, toi là, le petit con d'informatique. Ouais, toi là, le gros à tonsure. T'as maté la ligne jaune par terre? Je reluquai alors le gredin qui m'avait tancé de la sorte. Il portait une coiffure bleu schtroumpf, ne laissant aucun doute planer quant à sa fonction. Un gendarme de la cantine. Je baissai les yeux, non pour mater les jambes de ma charmante collègue. Pas le genre à faire ça, moi. Tout le monde me croit, hein, oui. Mais pour découvrir les 2 colonnes couleur chiasse tracées sur le revêtement à la main. 3 grammes d'alcool pur dans le sang, pour le barbouilleur, je dirais, à vue de nez. J'hallucinais. Interdit de sortir du couloir sous peine de sanction. Pas le droit de passer devant ses petits camarades pour gauler le dernier dessert extra fondant que tous les coins désiraient s'enfiler dans le gosier. J'enrageais. À mon retour de déjeuner, je ne fus point absous de mon péché. Un message m'informa des sanctions prises pour mon indélicatesse. 50 € jouravés sur ma future paye. Autant dire que j'étais débiteur, vu mon sale caractère, mon versant asocial affirmé et mon drapeau rouge de révolutionnaire imprimé sur mon front. Bon, à la limite, vu ce que nous endurions pendant nos horaires de travail de forçat, les 2 petites lignes jaunes à respecter pour atteindre la serveuse du restaurant, c'était de la gnognotte, de la guimauve. Après tout, un peu de discipline, façon la poste, l'efficacité en plus, cela ne faisait pas de mal. Hélas, l'escalade survint peu après. Et pour une fois, ce ne fut pas moi qui foutus le feu aux poudres, mais Raymond de la Gironde qui le fit. Oui, elle l'a commis, la bourde. La susnommée dérapa sur un spaghetti trop cuit, tombé par terre. Dans l'élan, son plateau valdingua en l'air, son plat de nouilles fila sur les pales d'un des ventilateurs. Le rotor fit son ouvrage. Il déchiqueta la collante bectance et arrosa la cantine et ses occupants. S'ensuivirent des réactions naturelles. Levée des personnes atteintes, nouveau dérapage sur les débris. Oui, quelques jeunes collègues heurtèrent les plus vieux à terre. Réaction en chaîne incontrôlée, incontrôlable, dantesque. Un massacre. La cantine se transporta à l'infirmerie, submergée par le nombre d'arrivants. Comme les blessés se pissaient dessus de rire, l'infirmière enquilla la pause d'une vingtaine de sondes urinaires pour pallier aux déficiences des vessies. Un chaos envahit la société, un paroxysme intolérable qui impacta l'activité d'une manière scandaleuse. Alors, dans un élan de mansuétude ironique mais sincère, la direction se pencha sur le problème de la cantine au cours d'un séminaire dans un relais château totalement sécurisé pour l'occasion. Elle gambergea entre millefeuilles de Saint-Jacques à la truffe, poularde de Bresse farcie aux gambas et tiramisu au caviar de fraises des bois, des idées diaboliques pour supprimer tout aliment dangereux comme les nouilles, le tapioca, les petits pois, surtout sauteurs les plus dangereux, les saucisses brûlantes, rien à voir avec ce que vous pensez, et même la palette à la diable et les huîtres 13 à la douzaine, pour d'évidentes raisons de superstition. À l'issue d'une semaine de réflexion, stimulée par la dégustation de méfaits et de grands crus, poussée par les bienfaits de la belle déothérapie sur surveillance électronique, la direction tenait une liste idéale de mesures à appliquer à cet antre de l'insécurité qu'incarnait le restaurant d'entreprise. Comme quoi, le ventre bien plein, on réfléchit mieux. Ces chers salariés, les charges patronales, mamma mia, seraient à l'abri du malheur pour l'éternité. Dès leur retour, les consignes furent appliquées sans protestation de l'entreprise de cuisine prestataire, vu qu'elle était foutue à la porte si elle la ramenait, ni des salariés soucieux de ne pas déplaire à leur hiérarchie, soit 95% des effectifs. Vous l'aurez compris, moi et mes charmantes collègues, nous boudions ces décisions scandaleuses. Eh bien, c'était sans compter sur Dame Infortune, la sainte patronne des mauvais tableaux de bord, la diablesse des responsables de la sécurité, l'amie des infirmières à qui elle donne moult bandages à réaliser et déclarations à remplir.
Le menu réduit à la portion congrue, eh bien il se trouva un imbécile pour s'engouer avec son verre d'eau. La distribution de paille, idéale pour réduire le débit ingéré, ne changea rien au problème. Un traître de l'informatique suggéra l'utilisation de la fibre optique en lieu et place des pailles en plastique. Une excellente trouvaille, mais elle induisait une pause déjeuner de 4 heures pour aspirer 25 centilitres de liquide. Le bidouilleur fut donc licencié après une semaine de tests désastreux. Justice. Le plus simple, c'était l'intraveineuse, et l'infirmerie disposait d'un tas de solutions en poche périmées dont on ne savait que faire. L'infirmière se fit une joie de picouser les collaborateurs durant leur lunch à tour de bras, ne trouvant point le temps de se sustenter elle-même. Cette absence de repas, avantageuse en termes de sécurité sur la phase de l'ingestion, fut contrebalancée par le risque accru de piqûres accidentelles lors de la pause et des pauses quotidiennes des perfusions. Cela conduisit notre firme à ordonner que les salariés ne retirent plus l'aiguille qu'une fois par an et en milieu hospitalier, afin de reporter les risques sur des tiers. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, la philanthropie des dirigeants avait ses limites. Les képis jouaient au képi dans l'enceinte de l'entreprise, dans les limites du groupe, au détriment des services, des commerces, de la vie privée, des autres entreprises. Tant que les accidents n'apparaissaient pas dans ces statistiques, notre brave direction était la plus heureuse des structures oligarchiques. Ce qui se passait au-delà de ces bornes ne la regardait pas. Enfin, nous le croyions dur comme fer. Mais l'exemple de la cantine démontrait, si nous en doutions encore, que la toute-puissante hydre étendait son emprise. Face à la violation des droits régaliens de nous régaler à la cantoche, nous nous rabattîmes sur les restaurants des environs. L'institution séculaire connut une désaffection sans précédent. C'est bien connu, les lois sont faites pour être contournées. Or, que fait l'État français, et a fortiori une entreprise française, quand les citoyens, a fortiori des travailleurs, entrent en résistance et contournent les interdits par des astuces plus ou moins légales? Hein? Je vous le donne en mille. Ils pondent encore plus de lois, de manière à nous noyer. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, qu'ils ignorent superbement vu qu'elle est ingérable, ils se servent de cette contrainte cognitive pour nous baiser, nous coincer. Les képis bloquèrent donc les tourniquets aux heures de repas. Aucun badge ne pouvait franchir les portes d'acier entre 10 heures et 16 heures. Nous fûmes faits comme des rats. Obligés de bouffer au self, nous dûmes subir des ignominies comme la cervelle d'agneau, la morue frite, la soupe au tapioca, les tripes à la mode de Caen, la panse de brebis farcie. Si nous avions su que nous vivions là le chant du cygne, nous nous serions délectés de ces mets ô combien atypiques. Dans les semaines qui suivirent, le choix se réduit à la portion congrue. Contraints d'ingérer des choses ignominieuses, tous les collaborateurs avaient des hauts-le-cœur et gerbaient dans la salle de restauration à qui mieux mieux. Cuisiner du rata pire que celui de l'armée ne fut plus jugé utile, étant donné le taux de rejet. Alors, en collaboration avec un géant de l'alimentaire avec lequel la firme fricotait, une pilule microscopique bourrée de vitamines, de calories et de sels minéraux fut créée pour nous être distribuée à 12 heures tapantes. Ainsi, fini le gaspillage dû à l'offre et à la demande. Plus de reste dans les assiettes, exit la queue au self, terminer les déplacements dangereux sur le site pour nous rendre du poste de travail au tablé, envoler les lourdes digestions suivant le repas, abaissant notre vigilance et écornant nos performances. Nous venions le matin, nous nous enfoncions les parties dans nos tuyaux d'évacuation, nous branchions nos perfusions dans le bureau, nous produisions comme des forcenés jusqu'au soir. Un monde de sécurité idéal? Pas sûr. Un jour, je vous narrerai la saga durant laquelle le clan des képis décida de supprimer les déplacements à l'extérieur, les contacts, et imposa le travail à domicile avec la sécurisation obligatoire de nos maisons et appartements. Mais ceci est une autre histoire.